Quelques 200 kilomètres séparent Khargilan de Tozeur, dont une centaine au Sahara tunisien, jusqu'à notre prochaine étape de Kébili, et 100 de plus pour traverser le Chod Djerid. À un carrefour de piste, après Bir Soltan, un panneau indique la direction d'une construction isolée en plein désert. D'après la pancarte, posée sur une clôture en branche de palmier, nous sommes au café Sahara Centre, chez Tarzan Belgacem. On peut y boire, y manger, il est midi et il fait chaud, entrons. Un enclos de sable agrémenté de rares plantations entoure les cases d'un campement saharien, et ce qui en fut le tapis rouge mène tout droit au salon d'accueil où officient Lazare et Mohamed. Et pendant le thé, tout commencera en musique, par des improvisations de Mohamed sur sa flûte artisanale en roseau. Après quoi, Lazare s'activera en cuisine assisté de Mohamed qui fera le service. Tu as vu comme j'ai bronzé? Regarde ça. Je regardais ça tout de suite. T'as vu mon bras? Ah ouais, un peu différent. T'as vu ça? Du soleil. Allez, arrête donc de filmer et viens manger. Bon appétit. À Chénili, après une quinzaine de nuits passées à l'arrière de la Diane, l'étape du soir nous transportera dans un tout autre monde. Il est à 10 km de Tunis, et il est l'heure pour lui de retourner à son travail. Au même instant, l'avion en provenance de Paris atterrit.
Après la salle à manger, le spectacle se poursuivra autour de la piscine. La prestation d'une très exotique troupe de danseurs venus d'ailleurs mettra un point d'orgue au folklore. Après une nuit reposante, nous nous réveillerons dans un hôtel désert. Les danseurs de la veille sont déjà repartis dans leurs impressionnants 4x4. Le lieu de leurs exploits est vide. Pour atteindre Tozeur, 25 km nous séparent encore de la digue qui traverse le Chott sur 80 km. Mais déjà, le paysage est différent. Une végétation nouvelle et variée pousse sur le sable. Le vent se lève, et quand le vent se lève, le sable se lève aussi. Jusqu'à imposer un minimum de prudence. C'est celui-là? En débouchant sur le Chott, le vent ne trouvera plus de sable à transporter et le ciel sera dégagé. Mais bientôt le temps se brouille. Les nuages se confondent avec l'horizon de son immensité plate, où rien ne pourrait accrocher le regard sans de fugaces et étranges visions. De cocasses apparitions. Les efflorescences salines d'une eau trop riche en saumure, l'imprévisible bâtisse d'un club de char à voile,
évocation de la mer Rouge, la seule aire de repos de la digue, et ses commodités, et les traces d'un aventurier téméraire. Vers la fin du parcours, le festival de magie reprendra de plus belle. Et le temps se lèvera quand nous arriverons sans encombre au rivage occidental du Choc. Il n'en a pas toujours été ainsi. 20 ans plus tôt, le terre-plein plus étroit n'était pas revêtu, et 3 jours d'une pluie diluvienne avait gorgé d'eau sa glaise mêlée de sel. Après 20 km de dérapages acrobatiques, nous buterons sur une brèche où elle avait fondu comme du sucre. Pour chercher un débordement, un conducteur ira sonder la hauteur d'eau et la résistance du sol vers la droite, avant de tenter par la gauche un franchissement périlleux. Il aura la sagesse de ne pas trop insister, il en reviendra indemne. Après un demi-tour délicat, nous croiserons ces naufragés du Choc, en mauvaise posture. Nos efforts réunis les tireront d'affaire. Mais c'était là une situation assez particulière. Le plus souvent, c'est sous un ciel immaculé que le Choc déploie l'immense étendue de sa fragile croûte de sel à la blancheur éblouissante, parfois masquée sous le voile jaunâtre d'un récent vent de sable. Telle est cette étrange Djéride, avec sa géologie et son hydrographie exceptionnelle, cadre et berceau d'un peuple d'exception.